Au sommaire de cette édition du journal télévisé de droits humains, viol à Kinshasa, on en parle encore. Mutanga Ngamatele Rabi, un jeune homme âgé de 18 ans, a été condamné pour viol sur 3 femmes à 20 ans de servitude pénale. Les détails dans cette édition. Il s'est tenu à Kinshasa un forum humanitaire. Les participants ont formulé plusieurs recommandations, entre autres la mise en place des mécanismes d'alerte des crises humanitaires, mais aussi la disponibilisation des fonds devant permettre à la riposte des éventuelles crises humanitaires au pays de Joseph Kabila. J'ai le réel plaisir de vous présenter cette édition, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette grande édition consacrée aux droits humains. Viol, on en parle encore à Kinshasa. Mutanga Ngamatele Rabi, ce jeune homme âgé de 18 ans, vient d'être condamné à 20 ans de prison ferme pour viol et tentative de viol sur 3 dames. Peine requis par l'organe de la loi, le premier substitut du procureur de la République et le chef du parquet de Mbankana, Tati Mungende, lors d'une audience foraine en Mbankana le lundi dernier, où le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Kinkole a siégé en procédure de flagrance. Témoin de l'événement, Merlin Kamalandoa, Grace Mwandita et Prosper T. Le prévenu, vous l'avez suivi aux environs de 14h, 15h. Son organe bouillonne, ça chauffe. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kinkole a siégé en procédure de flagrance au quartier Mbankana, dans la commune de Maluku, pour statuer sur ce dossier qui oppose le ministère public contre le prévenu Mutanga Ngamatele Rabi, jeune homme âgé de 18 ans, poursuivi pour viol et tentative de viol sur 3 dames. Des faits qui remontent au 11 et 12 octobre de l'année en cours. Selon l'organe de la loi, le prévenu Mutanga Ngamatele Rabi aurait introduit son organe sexuel dans les parties intimes de la victime présentée comme Madame B par le tribunal pour raison de protection, qui se retrouvait dans son champ en train de travailler en date du 12 octobre de l'année en cours. Le ministère public soutient en outre que le même prévenu déjà en date du 11 octobre avait tenté de violer la victime Madame A, toujours dans le même champ. Les prévenus que voici, c'est donner le luxe, premièrement, de suivre Madame A en forêt, dans son champ, paisible citoyenne, cultivant son champ. Mais voilà que l'inculpé s'arrange et trouve plaisir, Monsieur le Président, à procéder par une agression, serrant Madame A au cou, celle-ci totalement affaiblie, ne sachant même plus crier. Et voilà l'occasion offerte au prévenu que voici de faire écrouler par terre Madame A. Et de cette occasion, Monsieur le Président, le prévenu Mutanda va procéder au déshabillement. Mutanda va procéder à déshabiller, Monsieur le Président, Madame A, jusqu'à ce que Madame A se verra dépouiller même de son sous-vêtement. Et voilà l'occasion. Monsieur le Président, le prévenu va faire sortir son organe génital, communément appelé pénis. Monsieur le Président, et ce dernier va l'introduire. Le tribunal de grande instance Kinkole commence l'instruction du dossier et accorde la parole au prévenu sur sa version des faits. Rabi Mutanga Ngamatele, visiblement émotionné, rejette toutes les accusations mises en sa charge. Le prévenu confirme s'être bel et bien rendu au champ pour des raisons de service, des allégations contestées par les victimes, ce qui suscite un vif débat.
ayati ko agresenga na kati ya bilanga na ngana akolenga na kingo ngai na kwei na kozanga déséquilibre na kwei ya kiki tangu na kwei ya fininga na kingo la moko matelinga na sima mokongo. Juste après, le tribunal accorde la parole à l'organe de la loi pour son réquisitoire. Le chef de parquet extension de Mbankana Tati Mungende requiert 20 ans de servitude pénale en charge du prévenu. Le tribunal rend son jugement sur le banc et condamne le prévenu à 20 ans de servitude pénale principale et une amende de $5,000 américains à payer à chacune des victimes comme dommages et intérêts. Faites comme en droit, les préventions des tentatives de viol et de viols mises à charge du prévenu Tanga Ngamateke Rabi. En conséquence, condamne le prévenu précité à 5 ans de servitude pénale principale pour la tentative de viol et à 15 ans de servitude pénale principale pour viol. Dit que ces préventions entrent en concours matériel. Condamne en somme le prévenu Matanga Ngamateke Rabi à 20 ans de servitude pénale principale. Une décision visiblement saluée par les habitants de Mbakana et environ, venus pour la toute première fois assister au déroulement d'une audience foraine. Le prévenu est acheminé à la prison centrale de Makala où il va purger sa peine en attendant un éventuel recours qui du reste est son droit légitime. Vous venez de suivre dans cet élément où le prévenu est poursuivi pour viol. Alors, comment est-ce que le législateur congolais définit et punit-il cette infraction? Plus de détails dans cet élément de votre rédaction. L'article 170 du Code pénal, livre 2, stipule: aura commis un viol, soit à l'aide des violences ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'une personne, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit encore en abusant d'une personne qui, par le fait d'une maladie, mieux par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privé par quelques artifices. L'alinéa premier de cet article: toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à pénétrer même superficiellement son anus, sa bouche ou tout orifice de son corps par un organe sexuel pour toute autre partie du corps ou par un objet quelconque. Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d'une peine de servitude pénale de 5 à 20 ans et d'une amende ne pouvant être inférieure à 100 000 francs congolais. Est réputé viol à l'aide des violences le seul fait du rapprochement charnel de sexe commis sur les personnes désignées à l'article 167 alinéa 2. Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité. Changeons de chapitre, mesdames et messieurs. Droit international humanitaire. Vous devrez savoir qu'il s'est tenu à Kinshasa le 17 octobre dernier d'un forum humanitaire sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze. La République démocratique du Congo ne devra pas être surpris des catastrophes naturelles ou bien des situations causant des crises humanitaires. Tel est l'objet principal de ce forum humanitaire qui a été ouvert à la salle Congo du Pullman Hotel Merlin Kamalandoa et grâce au Mandita pour les détails. C'est un forum dénommé Forum humanitaire, état des lieux et perspectives d'avenir. Il est donc question pour les experts des ministères sectoriels impliqués dans l'humanitaire en République démocratique du Congo
de faire une évaluation de la situation humanitaire afin de mettre sur pied une politique nationale ou mieux, une stratégie nationale des réponses aux crises humanitaires. Juste après le go lancé par le Premier ministre Bruno Tshibala, place au ministre délégué près le Premier ministre, le professeur Tshibangou Kalala, de circonscrire cette grande messe. Le forum humanitaire, dont les travaux seront ouverts dans quelques instants par son Excellence Monsieur le Premier ministre, va donc produire des idées sous forme de propositions et de recommandations, ou mieux encore, va fabriquer des briques que le gouvernement de la République utilisera plus tard pour construire un bel immeuble. Mais quel immeuble? L'immeuble que le gouvernement de la République va construire après quelques semaines, en utilisant les briques qui seront fabriquées ici, dans cette usine, s'appelle Stratégie nationale pour une gestion efficace des crises humanitaires et autres situations d'urgence en République démocratique du Congo. Ensuite, c'est le tour de la présentation des différents ministères représentés par leurs responsables, suivi des gouverneurs des provinces secoués par la crise humanitaire. Tous saluent cette initiative et attendent de ce forum des réponses efficaces dans la gestion des crises humanitaires. L'évaluation de la situation humanitaire, état des lieux et pistes de solutions, c'est à cet exercice que s'est adonné le professeur d'université de la faculté des droits. Les droits internationaux humanitaires étaient au rendez-vous. Ici, le passage en revue des normes tant nationales qu'internationales a été brossé par les deux dames professeurs, mais aussi les organismes internationaux. Débutés le 17 octobre, ces travaux vont se clôturer le 19 octobre 2018. Et toujours à propos de ce forum humanitaire, mesdames et messieurs, il s'est clôturé évidemment après 3 jours de travaux. Les participants ont formulé plusieurs recommandations envers le gouvernement central, les ministères sectoriels et les gouvernements provinciaux qui étaient présents à ce forum, sans oublier les organisations humanitaires internationales. Entre autres, la mise en place des mécanismes d'alerte des crises humanitaires, la disponibilisation des fonds devant permettre évidemment à la riposte des éventuelles crises. Le Premier ministre Bruno Tshibala a personnellement procédé à la cérémonie de clôture de 10 travaux. Une fois de plus, Merlin Kamalandoa et Grace Mwandita. Subdivisée en 3 parties, cette cérémonie de clôture a débuté par le mot de remerciement dit par le professeur Tshibangou Kalala, ministre délégué près le Premier ministre. Je tiens à remercier tous les experts avec lesquels j'ai travaillé sur ce dossier depuis le mois d'avril. Je tiens à remercier tous les acteurs humanitaires, ces hommes et ces femmes qui ont consacré leur vie à servir l'humanité dans des conditions parfois très difficiles, qui m'ont accompagné au cours des travaux préparatoires de ce forum et qui ont abattu un travail de qualité. Tous les conférenciers, tous les orateurs, en particulier les gouverneurs de province qui ont fait un long déplacement jusqu'ici pour partager leur expérience avec les autres participants dans l'intérêt supérieur de notre pays. Ensuite, c'est la lecture des recommandations faites par les directeurs de cabinet du Premier ministre, le directeur Kamanda. Tous les participants au Forum humanitaire 2018 ont constaté que les besoins humanitaires en République démocratique du Congo demeurent importants, étant liés aux urgences successives et multiformes. 2 ont affirmé la volonté de la République démocratique du Congo de se doter
des moyens pour définir et mener sa propre politique de gestion des crises humanitaires, notamment à travers l'élaboration d'une stratégie humanitaire nationale et l'opérationnalisation de l'agence de gestion des fonds humanitaires. Pour ces premiers forums humanitaires qu'a organisé la RDC par l'initiative du chef de l'État, rendu possible sous l'égide du Premier ministre, le numéro 1 du gouvernement a tenu à féliciter les participants, ce avant de promettre la mise en œuvre stricte de toutes ces recommandations. Grâce à votre travail, le gouvernement dispose maintenant du plan nécessaire pour construire et doter la RDC d'une nouvelle stratégie humanitaire nationale en vue de répondre avec efficacité aux besoins des populations congolaises en cas de situation d'urgence humanitaire. Au nom du gouvernement de la République, je m'engage à faire en sorte que les recommandations de ce forum ne restent pas lettres mortes dans les archives de la République. Pour rappel, ce forum a connu la participation des ministères sectoriels tels que de la santé publique, défense nationale, budget, action humanitaire et solidarité nationale, genre, enfants et familles, enfin le ministère de l'Intérieur. OCHA, Corps d'aide, UNFPA et autres organismes ont marqué leur présence. Un seul objectif doté de la RDC d'une politique nationale de la gestion des crises humanitaires. Elle était participante à ce forum et membre de la commission technique du forum humanitaire, maître Elodine Simiré, se réjouit des résolutions de ce forum. Pour elle, le forum vient de jeter les bases de la construction nationale humanitaire. Elle est une fois de plus interrogée par Merlin Kamalandoa et Grace Monzita. Les assises qui viennent de se clôturer viennent de jeter les bases de la construction d'une stratégie nationale d'intervention humanitaire. Il s'est agi de travaux entre acteurs humanitaires, experts du gouvernement, le monde scientifique qui, durant 3 jours, ont travaillé pour faire une évaluation conjointe de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. Et l'objectif, c'est de construire une stratégie nationale humanitaire en République démocratique du Congo. C'est plus les populations déplacées et toutes les populations touchées par les catastrophes naturelles. Et donc, ce qui peut être assuré en cet instant, c'est que désormais, dans les jours qui viennent, comme il a été dit ici, vers la fin de cette année, avant la fin de cette année, au moins, on aura le fondement d'une stratégie nationale d'intervention humanitaire. Vous savez ce qui se passe, l'état des lieux a été fait. L'intervention humanitaire n'est pas aussi efficace qu'on l'aurait souhaité pour des raisons diverses qui ont été évoquées ici. Et je crois qu'avec les différentes contributions et des experts du gouvernement et des experts humanitaires et du monde scientifique, parce qu'il y a eu des réflexions sur donc des réflexions sociologiques et philosophiques sur la gestion et l'origine des catastrophes humanitaires. Et donc, tout ce monde a mis à contribution différentes réflexions pour construire une stratégie nationale d'intervention humanitaire. Célébration de la journée internationale dans cette édition, mesdames et messieurs, il s'est agi de la célébration de la journée internationale de la femme rurale qui s'est tenue le 16 octobre 2018. Célébration de la journée internationale de la femme rurale, l'Organisation des Nations Unies a lancé un appel à la communauté internationale afin que cette dernière accompagne les femmes et les filles rurales du monde entier pour accroître les investissements dans les infrastructures, l'accès aux services et la protection durable.
Le thème qui a été choisi pour cette année était infrastructures durables, accès aux services publics, protection sociale, de l'équité de sexe et de l'autonomisation des femmes et filles rurales. N'est-ce pas, Lina Mujinga? Selon le rapport des Nations Unies, les femmes rurales représentent 43% de la main-d'œuvre dans les pays en développement. Ces dernières sont focalisées dans des emplois très exigeants, pénibles et informels, mal rémunérés, n'octroyant pas vraiment aucune protection sociale ni de sécurité de revenus. Aussi, 80% des foyers n'ont pas accès à l'eau potable. Le travail des enfants, les filles, est très répandu dans les zones rurales qui en constituent une partie aussi importante de la main-d'œuvre agricole. Cependant, les barrières structurelles et des standards sociaux discriminatoires continuent de restreindre le pouvoir de décision de la participation de la femme au développement. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le manque de ces éléments essentiels au développement des zones rurales plonge la RDC à ce tableau sombre de l'ONU. Cette célébration de la femme rurale 2018 coïncide avec le processus électoral en cours au pays de Joseph Kabila. Occasion pour la ministre des tutelles Chantal Safou de célébrer cette journée en sensibilisant la femme rurale à s'imprégner de la machine à voter, d'où cette expérimentation. L'objectif étant de faire participer cette femme rurale aux élections à venir et d'user de son droit légal de se choisir ses dirigeants. Merci à toi, Lina Mujinga, pour ce bel élément. Rendons-nous à présent auprès de l'officier de l'état civil, l'autorité censée célébrer les mariages civils, mesdames et messieurs. Le mariage, une célébration reconnue par le Code de la famille en République démocratique du Congo. Au cours de cette célébration devant l'autorité de l'état civil, les époux sont appelés à faire leur choix sur le régime matrimonial. Tantôt, ces choix sont faits sans en connaître les tenants et les aboutissants. De ce fait, notre rédaction vous explique le contour de chacun de ces trois régimes. Le Code de la famille, dans son article 330, définit le mariage comme, je cite, « un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui se sont engagés, ni l'un ni l'autre dans le lien d'un précédent mariage, établissent entre eux une union légale et durable. » Fin de citation. Au cours de la célébration, les deux conjoints seront appelés par l'autorité de l'état civil à opter pour un régime matrimonial parmi les trois prévus par les dispositions légales, à savoir la séparation des biens, la communauté réduite aux acquits et la communauté universelle. Le choix permettra aux époux de voir la façon de gérer les biens pendant ce mariage. Dans notre code de la famille, le code de la famille congolais consacre trois régimes. Nous avons la communauté universelle de biens. D'ailleurs, la loi commence par la séparation de biens, la communauté réduite aux acquis et la communauté universelle. Fort est de constater que plusieurs choix convergent vers un seul régime. Moi, je suis marié sur le régime de la communauté des biens universelle. C'est un choix que je fais, vous savez, quand on aime une femme, conformément à la Bible, c'est une partie de soi-même. Donc, tout ce que j'ai, c'est pour ma femme. Moi, je suis marié à la communauté de biens. Et pourquoi ces choix? Moi, parce que je me suis marié trop jeune. J'avais encore rien. J'ai fait la communauté de biens. Et pourquoi? Bon, c'est juste de vous protéger ma femme. Si certains conjoints cernent le contenu du régime choisi, les autres par ailleurs en ignorent. Le régime matrimonial, ça les traits au matériel, quoi. Donc, c'est un régime, je peux dire, c'est un régime, qu'est-ce que je dois dire? J'ai ne fût-ce qu'une petite idée sur ça. Bon, de ma part, je connais, il y a des régimes que je connais parfaitement. Il y a le régime, il y a la communauté de biens et la séparation des biens. Bon, les régimes matrimoniaux, ce sont des principes de mariage qui permettent de marier à s'arranger avec leurs biens. De ce fait, le journal télévisé des droits humains s'est donné le devoir d'éclairer la lanterne
Quant à ce dossier, question d'aider les futurs époux à faire un choix judicieux du régime matrimonial. Dans son article 506, la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 87/010 du 1er août 1987, portant code de la famille en République démocratique du Congo, définit le régime de séparation des biens comme étant celui qui consacre l'existence de deux patrimoines propres, formés par tous les biens acquis par chacun des époux. Dans ce cas, la loi reconnaît à chacun des époux son patrimoine propre, acquis avant et ou pendant le mariage. Le deuxième régime est celui de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime est consacré par l'article 516 de la présente loi. Il est composé d'une part des biens propres de chacun des époux et d'autre part les biens communs. Ici sont propres les biens que chacun des époux possède au moment de la célébration du mariage civil ou acquis postérieurement au mariage. Sont communs les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par leurs activités communes ou séparées, ainsi que les biens conjointement acquis par les deux époux, par dotation, succession ou testament, d'où la qualification des acquêts. Le troisième régime est celui de la communauté universelle. Il est le plus usuel en République démocratique du Congo. Il consacre la mise en commun de tous les biens des époux et toutes les dettes, tant ce qu'ils possédaient au moment du mariage que ceux qui leur surviennent après. En cas de la communauté des biens, la loi confère à l'époux le pouvoir de gérer le patrimoine. Cette même loi laisse l'ouverture à la femme de demander au tribunal de paix de décider de la séparation des biens en cas d'abus, mégestion ou conduite notoire de l'époux. En réalité, aucun de ces trois régimes mettra en mal l'un des conjoints, mais il est vivement recommandé à avoir la maîtrise parfaite de chacun d'eux pour ne pas perturber un jour la quiétude du foyer. Toujours à propos de régimes matrimoniaux, en cas de divorce, qu'adviendra-t-il? Le bourgmestre de la commune de Bumbu a répondu à cette question. Alidor Chibanda a par ailleurs formulé quelques recommandations aux futurs époux pour ne pas être éventuellement surpris. Suivez-les au micro de Merlin Kamalandoa et Grace Wanzida. Le mariage en tant que contrat, il peut arriver qu'à un certain moment, le contrat soit dissous. Et que généralement, quand on va en divorce, on parle de la dissolution du régime. Même pas du mariage, mais la dissolution du régime. Pourquoi? Parce que là, on va décider de la répartition du patrimoine. L'autorité ou l'officier de l'État a l'obligation de recevoir le couple en aparté, de discuter avec eux sur le régime et de leur proposer le régime, de leur donner encore le temps d'aller discuter avec d'autres personnes pour que le choix qu'ils vont opérer soit conséquent. Admettons que vous tombez sur une femme qui vous aime parce que vous êtes bourgmestre, comme moi je le suis là. Heureusement que moi, je suis marié déjà. Je suis bourgmestre, la femme même, elle va supposer que le bourgmestre a un patrimoine que nous n'allons pas partager. Et un tel mariage, si vous n'êtes pas conséquent vous-même, 3 mois après, la femme risque de demander le divorce. Et comment vous allez vous en prendre? Parce que si vous avez choisi la communauté universelle des biens, vous allez répartir la poire en deux. La loi dit, vous êtes tenus de vivre ensemble en communauté de vie. Et elle ajoute, et de consommer le mariage. La communauté de vie, ça voudrait dire, vous mettez tout ensemble. Bien que, légalement, vous savez que ce véhicule m'appartient, cette maison m'appartient. Parce que vous avez choisi la séparation des biens. Mais l'usage doit être partagé. Vous vous impatientez, mesdames et messieurs, certainement vous attendez ce quoi la suite, mais à présent, c'est votre rubrique « Le saviez-vous » Comment est-ce que les tribunaux de commerce sont saisis ou quels sont les différents modes de saisine des tribunaux de commerce? Vous avez la réponse dans cet élément. Ici, il y a deux choses. La première, c'est que c'est sur le plan du droit national, je veux dire congolais, la loi prévoit deux différents modes. Il y a l'assignation et la requête. Mais en ce qui concerne les droits au WADA, et ici, c'est rapportant au recouvrement d'une créance donnée. Ensuite, nous allons aussi parler des procédures au fait collectives.
les différents modes se diffèrent des modes prévus par les droits congolais. Notez qu'en ce qui concerne les recouvrements, plus spécialement concernant la saisie immobilière, il y a deux phases. La première phase est ce que nous appelons les incidents à la saisie immobilière. Et ici, il y a deux différents modes que nous allons voir tout à l'heure. Et concernant l'audience éventuelle, il y a aussi un mode. Donc, en ce qui concerne tout simplement la saisie immobilière, je voulais dire l'audience éventuelle, il y a au moins trois différents modes. Alors, concernant en revanche les procédures collectives, il y a aussi un mode donné. Revenons-en en ce qui concerne la saisie immobilière. Dans son aspect, premier aspect, les incidents à la saisie immobilière, le tribunal est saisi suivant deux différents modes. Le premier mode, lorsque la partie adverse a un avocat, le tribunal est saisi par ce que nous appelons l'acte d'avocat. Cet acte contenant les conclusions de cet avocat. Dans les cas contraires, c'est-à-dire lorsque la partie adverse n'a pas d'avocat, le tribunal est saisi, c'est prévu par la loi, par ce que nous appelons la requête et assignation, contrairement à ce que le droit congolais prévoit, qui permettent au tribunal de commerce de se déclarer saisi à l'égard des parties. Merci à toi, Merlin Kamalandoua et Grace Mwanzita, pour nous avoir proposé ce bel élément réservé à la rubrique Le saviez-vous, et une page rose dans cette édition, mesdames et messieurs, un de nos partenaires en la personne de Paul Kabeya, directeur exécutif du RODESIC, souffle sur sa énième bougie. La rédaction du journal télévisé de droits humains lui souhaite un joyeux anniversaire. Mesdames et messieurs, c'était la fin de cette grande édition consacrée aux droits humains. Nous disons merci à Dieu Bongo qui était derrière la caméra, assisté de Prosper Nsilou, Merlin Kamalandoua, Lina Mujinga et Grace Mwanzita. Merci à vous qui nous avez suivis à Kinshasa et partout ailleurs. Au revoir.